Jungle. Bonjour à toutes et à tous et merci de recevoir Sport FM chez vous, la référence sportive. À l'heure de la riposte contre la Covid-19, pas de répit dans la lutte contre la maladie à coronavirus. On continue et on va continuer autant de fois que c'est nécessaire pour gagner la guerre contre le nouveau virus à couronne. Sport FM reçoit le professeur Danyara Anoumou. Il est bactériologiste, virologue, chef du programme national de lutte contre le sida. Avec le professeur Anoumou Danyara, on dit encore une fois comment attrape-t-on le coronavirus, comment l'éviter, qu'est-ce qu'une bactérie, un virus. Peut-on faire un lien entre le sida et la maladie à coronavirus? Que dire du sida au Togo aujourd'hui et puis quel espoir de victoire face à la Covid-19? Mise en onde, Anas PM, la vidéo comme toujours est l'affaire d'Eloma Dovon. Merci de nous choisir, je suis Franck Nounyama, bienvenue. Lavez bien vos mains, coronavirus et Dobadae. Amen Dia Sissé, son message pour lutter contre, pour gagner la guerre contre la Covid-19 apparu au Togo depuis mars et à Wuhan, le berceau même de cette pandémie. C'était en décembre 2019, d'où le nom de Covid-19. Voilà, et cet après-midi, on se retrouve encore une fois pour continuer la sensibilisation, l'éducation, la communication autour de ce fichu virus, du nouveau virus à couronne. Et nous recevons le professeur Anoumou Danyara. Il est bactériologiste, il est virologue, il est le patron du programme de lutte contre le sida. Professeur, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Tout va bien. Bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices. Très bien. Alors, on va faire tout de suite peut-être une comparaison ou bien une définition. Alors, quand on parle de bactéries, c'est quoi? Quand on parle de virus, c'est quoi? C'est la même chose ou bien y a-t-il une différence? Les bactéries et les virus sont tous des microbes et sont responsables des maladies transmissibles. Mais en termes de pathologie ou d'infection, les bactéries sont responsables des infections contre lesquelles nous allons utiliser des antibiotiques. Il y a plus d'une centaine d'antibiotiques qui sont disponibles sur le marché. Habituellement, ce sont des infections qu'on peut traiter et guérir. Les virus sont responsables des infections virales et habituellement, la plupart des infections virales, il n'y a pas de médicaments. Appropriés. Il y a ce qu'on appelle les antiviraux contre un certain nombre, mais ce n'est pas très efficace pour la plupart des virus. En termes de forme, les bactéries sont plus grosses que les virus. Les bactéries, on peut les regarder au laboratoire, on peut les regarder au microscope simple. Quand vous allez dans un labo, il y a un microscope. S'il y a des infections bactériennes, si vous pouvez faire des prélèvements, vous pouvez regarder. Tout de suite. Tout de suite. Leur diagnostic aussi est plus simple. Les virus sont très petits et pour les regarder, il faut ce qu'on appelle un microscope électronique qui coûte excessivement cher. Combien par exemple? Un microscope électronique peut aller jusqu'à 500 millions par là. Oh oui. Le Togo en dispose? Non, le Togo n'a pas de microscope électronique. Leur diagnostic est très compliqué parce qu'on ne peut même pas les cultiver comme on cultive les bactéries. Et on se base souvent sur ce que nous appelons les tests moléculaires, les tests qui vont rechercher le matériel génétique. Et c'est ce que nous faisons dans le cas du coronavirus. Il y a pour un certain nombre de virus des tests sérologiques. On va rechercher les témoins de ces infections, c'est-à-dire des anticorps ou alors des antigènes. Si je prends le VIH, par exemple, on peut faire facilement le diagnostic par les tests rapides, les tests sérologiques, l'hépatite B, etc. Mais pour le coronavirus que nous allons aborder, par exemple, il n'y a pas encore de test rapide très efficace pour poser le diagnostic. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a ce manque-là. Est-ce que vous avez dit quelque chose de très important? Vous avez reconnu que le Togo ne dispose pas de microscope électronique. Non, le Togo n'en a pas. N'en a pas. Par contre, le Togo a suffisamment de moyens pour faire le diagnostic d'un certain nombre de maladies virales. Le microscope électronique est un outil, mais il y a d'autres outils
qui sont disponibles pour le diagnostic des comme infections virales. Par exemple Comme exemple, les équipements, ce qu'on appelle les équipements de biologie moléculaire. Ouais. Ce qu'il y a par exemple à l'Institut national d'hygiène, Ouais. il y en a à Lomé et à Kara. Ouais. Il y a d'autres équipements que nous avons dans plus de 14 laboratoires du pays. Au CHU, on fait le diagnostic d'un certain nombre d'infections virales et de coronavirus. On le fait au CHU Sylvanus Olympio, on le fait à Dapan, on le fait à Kara, on le fait à Sokoré et on va l'étendre à d'autres régions bientôt. Donc, il y a d'autres outils qui sont d'ailleurs plus performants que le microscope électronique et qui permettent de faire le diagnostic des infections virales. Si je prends le cas du VIH, il y a les tests rapides qui permettent de faire le diagnostic. Il y a des tests de biologie moléculaire qui permettent de faire ce que nous appelons la charge virale pour suivre l'efficacité du traitement qu'on donne. Et ça, on a au moins une dizaine de labos dans le pays pour cela. Alors, lorsqu'on prend... Disons que le Togo n'est pas démuni Oui. en matière d'outils de diagnostic des infections virales, même si le tableau doit être complété. En tout cas, et ce serait bien d'avoir ce microscope électronique, ce serait bien. Pourquoi pas? Alors, lorsqu'on prend la bactérie et puis le virus, donc le degré de contagiosité d'un virus est plus élevé que celui d'une bactérie. On peut comprendre ça comme ça? Non. C'est pas ça. Non, faut pas. Ce sont deux agents transmissibles complètement différents. Si vous prenez par exemple la bactérie qui est responsable de la tuberculose, elle se transmet pratiquement de la même manière que le coronavirus. Donc, ça dépend du virus ou de la bactérie qui est en cause. C'est vrai qu'avec le coronavirus, compte tenu de l'évolution de la maladie, par exemple, si aujourd'hui la tuberculose dans un grand nombre de pays, on a su le maîtriser parce qu'il y a des médicaments qui permettent, pas rapidement, mais au moins qui permettent de traiter, ce qui n'est pas le cas du coronavirus. Donc la transmission ou la dangerosité ne dépend pas que ce soit bactérie ou virus. Alors, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes le patron du programme national de lutte contre le sida. Est-ce qu'il y a un rapport entre le coronavirus et, par exemple, le sida? Les deux sont dus à ce que nous appelons des virus. Le VIH, le sida est dû à un virus. Le coronavirus est dû à un virus. Mais, en dehors du fait que ce sont des virus, tous les opposent. Le VIH, on connaît la voie de transmission, c'est la voie sexuelle au cours des relations sexuelles, transmission mère-enfant, transmission par les objets souillés. Le coronavirus se transmet par voie respiratoire. Le coronavirus quand ça donne des manifestations cliniques, c'est aigu et dans la plupart des cas, vous allez guérir et le problème s'arrête là. C'est des virus qui sont responsables d'infections aiguës. Donc, plus de 80%, voire 90% vont guérir sans problème. Le VIH est responsable d'une infection chronique. Vous êtes infecté à vie. Oui. Pour le moment, on ne guérit pas du sida. Cela ne vous empêche pas, quand vous prenez des ARV, d'être en bonne santé, de vivre naturellement comme tout le monde. Non. Vous vivez, mais le virus est toujours là. Si vous ne prenez pas les médicaments, l'évolution du virus va se faire progressivement vers la mort. Tous ceux qui sont infectés par le VIH, s'il n'y a pas de traitement, l'évolution se fait pas vers la mort. Donc, vous voyez que ça fait deux évolutions différentes. Alors, en termes d'impact, chez les patients qui sont infectés par le VIH, il a été rapporté que le coronavirus peut donner des formes plus graves parce que le VIH va baisser l'immunité, les moyens de défense de l'organisme et va permettre au coronavirus d'évoluer vers la forme grave, la forme respiratoire. Voilà. Donc, pour ces personnes qui vivent avec le VIH, ils doivent renforcer plus les mesures barrières pour éviter d'être contaminés. Et quand on fait la situation, il y a 2 semaines, on a fait le point, il y a depuis que l'épidémie a commencé, il y a 7 personnes vivant avec le VIH qui sont contaminées par le coronavirus. 7, il y a 1 décès. Donc, disons le nombre de contaminés VIH, coronavirus, il n'y en a pas beaucoup. Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, on approche 900, on approche les 1000, mais il n'y a que 7, donc c'est une bonne chose. Et malheureusement, il y a 1 qui est décédé. Voilà. Donc, le coronavirus peut être plus grave
chez les personnes infectées par le VIH si elles ne prennent pas bien leur traitement. Voilà. Alors, aujourd'hui, que peut-on dire, une question avant d'aborder vraiment le coronavirus, que peut-on dire par rapport au taux du sida au plan national? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça augmente? Quelle est la situation aujourd'hui? Sur le VIH-Sida, exact. Oui. Alors, sur le VIH-Sida, nous avons l'estimation, c'est qu'on pense que dans le pays, il doit y avoir 110 000 personnes qui sont infectés et qui vivent avec le sida. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépisté et mis sous traitement plus de 75 000. Notre objectif, en fin de cette année-là, en fin 2020, c'est d'arriver à 85 000 patients vivant avec le VIH qui prennent les ARV. Et quand vous prenez les ARV, vous-même d'abord, vous êtes bien portant. 2, vous ne transmettez plus la maladie. Ça coupe la chaîne de transmission. Et donc, sur les 5 dernières années, on a observé au Togo une diminution de nouvelles infections de 50%, ce qui est une bonne chose. Il n'y a plus de gens qui se contaminent parce que la plupart des gens sont sous ARV. Nous devons continuer dans ce sens. Et notre objectif, dans le nouveau plan que nous avons mis en place dans 3 ans, c'est d'arriver à mettre sous ARV 95% des gens qui sont infectés par le VIH au Togo et aller vers l'élimination. L'élimination du VIH, on dit dans les années 2030, on doit éliminer le VIH dans le monde entier. C'est un objectif mondial. On va trouver un vaccin? Pas du tout. Comment éliminer? C'est de mettre sous ARV tous ceux qui sont infectés. Et quand tous ceux qui sont infectés sous ARV, ça veut dire qu'on n'aura plus de nouvelles infections, puisque les ARV, bien utilisés, réduisent la transmission du virus. C'est ça le terme. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont infectés par le VIH vont disparaître, mais les gens seront sous médicaments et on n'aura plus de nouvelles infections. C'est l'objectif mondial de lutte contre le sida. Les ARV, les antirétroviraux, est-ce que c'est gratuit? On donne ça gratuitement? Ou bien comment ça se passe? Oui, et je confirme, les antirétroviraux au Togo, comme dans la plupart des pays africains, sont gratuits. Ces antirétroviraux coûtent à l'État et aux partenaires par an 4 milliards. 4 milliards. Oui. Et c'est gratuit. Voilà. Personne ne paye pour prendre son médicament qu'il doit avaler contre le VIH. Si c'est fait comme ça, la personne a le droit de le dénoncer. C'est gratuit. Il y a en 2008, il y a un décret présidentiel qui a rendu la gratuité des ARV dans notre pays comme dans la plupart des pays de la sous-région. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a espoir de trouver un jour un vaccin pour le sida? Parce que ça fait très longtemps. Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans qu'on est en train de On est conscient. Il y a des recherches qui ont été toujours menées pour trouver un vaccin contre le VIH-Sida, mais les résultats pour l'instant sont décevants. Parce que le VIH-Sida s'attaque aux moyens de défense même de l'organisme. Ces moyens qu'on utilise souvent pour avoir les effets des vaccins. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe. Ce n'est pas un désespoir, mais au jour d'aujourd'hui, au point où se trouve la recherche, on ne peut pas dire que dans 1 an ou dans 2, dans 3, on espère un vaccin contre le VIH. Comment cela s'explique? Parce qu'il y a tellement de médecine, de grands pays qui sont très forts en matière médicale, en matière de médecine. Mais comment cela s'explique que pendant plus de 30 ans, on n'arrive pas à trouver ça avec tous les professeurs, avec toutes les recherches possibles? Oui, ce n'est pas faute d'avoir essayé, c'est que ça ne marche pas. Et n'oublions pas que chaque fois, on revient sur cette question, je comprends aussi bien les auditeurs Ou bien c'est parce qu'on veut faire du business, on sait ce qu'il faut sortir, mais on dit non, si on sort ça, on ne va plus vendre. Non, moi je ne crois pas ça, je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un qui trouve le vaccin contre le sida aujourd'hui, là, il va devenir milliardaire. Ça, c'est clair. Mais pourquoi il ne va pas le faire? Donc, non, le problème n'est pas là. Mais on a l'impression que c'est seulement le sida qui nous préoccupe. Il y a d'autres maladies contre lesquelles il n'y a pas de vaccin. Et on nous dit, le paludisme. Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. Le paludisme tue plus que le VIH-Sida. Le paludisme tue plus. On parle de 400 millions dans le monde par an. Oui, mais il n'y a pas de vaccin non plus. Il y a d'autres maladies qui sont plus graves
et qui font autant de décès, sinon plus que le VIH. Bon, mais au moins aujourd'hui, et c'est ce que moi je me tue à dire, on ne doit plus mourir du VIH-Sida au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, puisqu'on a les tests pour faire le diagnostic. On a les médicaments pour se soigner, c'est gratuit. C'est comme vous mettez un comprimé, un comprimé dans votre bouche, le matin vous partez, ça fait le lendemain. Il y a des maladies pour lesquelles les gens prennent 3, 4, 5, 10 comprimés par jour. Diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, d'autres maladies très graves, les gens boivent plein de comprimés par jour. Le VIH, c'est un comprimé, en tout cas pour la forme simple. Un comprimé par jour, vous êtes en bonne santé, vous faites toutes les activités que vous pouvez mener. Voilà. Alors donc attention, vous qui avez le VIH, faites très attention pour ne pas attraper le virus, le coronavirus, parce que ça peut devenir très 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 grave. On va marquer la première pause et on vous retrouve. Corona, on va te foutre dehors. C'est Tikendia Fakoli, le reggaeman très très engagé. Ivoirien qui passe aussi son message de lutte contre cette pandémie qui fait courir tout le monde depuis décembre dernier, on dira, depuis la Chine, et au Togo depuis mars dernier. Ça fait déjà 5 mois qu'on communique, qu'on éduque, qu'on sensibilise par rapport à cette pandémie-là. Et pour le moment, la guerre n'est pas encore gagnée, le match n'est pas encore gagné. Quand on est proche, on ne s'approche pas trop. Comprenez, c'est-à-dire la distanciation sociale à respecter. Alors, nous sommes cet après-midi avec le professeur Anoumou Danira. Il est bactériologiste, il est virologue, il est le patron du programme national de lutte contre le sida. En première partie, on en a parlé longuement. Alors, on va s'attaquer au coronavirus lui-même. On va rappeler encore aux auditeurs comment peut-on attraper cette maladie à coronavirus? Le coronavirus peut se transmettre de 2 manières. La première manière, c'est ce que nous appelons la voie directe. C'est par voie respiratoire. Au moment où quelqu'un est infecté, la personne peut tousser, la personne peut éternuer, ou la personne parle à haute voix, la personne va éliminer les gouttelettes salivaires que nous appelons les postillons. Ces gouttelettes salivaires contiennent le virus. Et si quelqu'un est à côté et que la personne n'est pas protégée, la personne va respirer ces gouttelettes et c'est la voie de transmission majeure. La deuxième voie de transmission, c'est ce que nous appelons la voie indirecte. Quand la personne tousse, éternue, ces gouttelettes peuvent se déposer sur une table, sur des objets, sur des poignées de porte. Et si quelqu'un passe derrière, dépose sa main sur cette table, la personne peut se contaminer par la main. Et si par mégarde, cette personne met la main dans la bouche ou dans le nez ou dans les yeux, les orifices, la transmission peut se faire par cette voie. C'est la raison pour laquelle on demande de se laver les mains régulièrement. Voilà les 2 voies principales par lesquelles le virus se transmet. Alors, la personne qui émet les gouttelettes, qui libère les gouttelettes, qui tousse, par exemple, on met les cache-nez et ça protège seulement le nez, la bouche et les yeux, parce qu'il semble que le virus peut passer par les yeux aussi. Pourquoi on peut laisser les yeux? Oui. Pourquoi on ne couvre pas les yeux? Le patient qui tousse, qui est malade, qui tousse, c'est pour ça qu'on dit la personne doit mettre le cache-nez. Celui qui tousse, s'il a le cache-nez, le virus n'est pas expulsé dans le milieu extérieur. Et donc, si vous mettez votre cache-nez, vous n'allez pas recevoir ces virus-là. C'est vrai que les yeux constituent aussi des orifices potentiels de transmission. C'est pour cela, en milieu hospitalier, ceux qui travaillent ou ceux qui interviennent dans les soins des personnes qui souffrent de coronavirus, en plus du masque, ils portent une visière. C'est une glace qui protège tous les orifices. Mais c'est en milieu hospitalier. Mais en milieu ambiant, dehors, quand on met le masque, et si tout le monde met le masque, le risque de transmission par les orifices oculaires est extrêmement faible. Donc on ne peut pas exiger que les gens mettent tous des visières pour se balader. Non.
Maintenant, ceux qui ont la chance d'avoir des problèmes d'yeux et qui portent des lunettes, ça peut aussi aider pour protéger. Mais le masque, d'une façon globale, le masque, si tout le monde le met, suffit largement pour protéger les gens. Alors, professeur, il a été dit il n'y a pas très longtemps que les professeurs, dans leurs recherches, ont trouvé que le virus peut être transmis de façon aéroportée ou bien aérienne. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est vérifié? Oui, le virus, selon les études qui ont été menées, on s'est rendu compte que le virus peut être suspendu dans l'air. Quand vous voyez toutes les communications qui se passaient avant, on parlait uniquement des gouttelettes salivaires. Maintenant, on se rend compte que le virus peut être porté par ce que nous appelons, en termes médicaux, des aérosols. Les aérosols, c'est en fait comme des bulles d'air. C'est comme si vous mettez du savon dans de l'eau et que vous remuez, il y a des bulles qui se forment. Bon, ces bulles sont très légères par rapport aux gouttelettes. Et ces bulles peuvent rester suspendues dans l'air. Et ça peut être transporté à une distance plus grande que les 2 mètres habituellement, qu'on parle d'écart à cause des gouttelettes. Les gouttelettes sont plus lourdes, elles tombent en moyenne à 2 mètres de distance. C'est cette suspension de ces bulles-là qui amène à dire que les distances de 2 mètres ne suffisent pas, qu'il faut l'augmenter, ou alors, pour les éliminer, il ne faut pas vivre dans un endroit clos, il faut aérer. Quand vous êtes dans une pièce, dans une salle de réunion, par exemple, il faut ouvrir les volets, il faut ouvrir les nacos. L'air ambiant en circulant va faire sortir ces aérosols qui vont partir dans la nature et les rayons ultraviolets vont pouvoir les détruire. Donc ça existe, c'est une possibilité de contamination, la suspension dans l'air de ces bulles, c'est possible, mais également il y a des articles qui sont sur pour dire que la transmission n'est pas aussi importante que cela. Mais il faut en tenir compte dans les lieux fermés. Très bien. Alors, vous avez dit entre-temps aussi que le virus peut se déposer sur une surface. Absolument. Mais quand c'est le cas, quelle est sa durée de vie? Il peut rester là jusqu'à... Oui, les gens ont... les études qui ont été rapportées, on pense que le virus peut rester sur des objets inertes pour 4-5 heures, voire 24 heures. Ça dépend de la qualité des objets. Sur les trucs en fer, par exemple, ça peut durer très longtemps. Mais il y a le volet température qu'il ne faut pas oublier. Les virus, comme le coronavirus, nous les appelons des virus enveloppés. Ce sont des virus qui sont fragiles. Ça veut dire que ça ne va pas durer éternellement sur ces objets. Et surtout, chez nous, où la température est un peu plus élevée. Donc, sur ces objets, 2, 3 heures, 4 heures, ça peut tenir. Après, la dessiccation, le fait que ça va sécher, ça peut entraîner la mort de ces virus. Mais comme on ne sait pas quand la personne est passée, on ne sait pas combien de temps la personne est passée, donc la seule précaution, c'est de se laver régulièrement les mains. On peut en abuser plusieurs fois dans la journée pour éviter cette voie de transmission. Est-ce que le niveau de température peut avoir un impact sur ce virus? Absolument. C'est vrai? Ah ben oui. Mais les gens n'étaient pas d'accord au départ. Non, c'est vrai. Non, c'est-à-dire que quand vous êtes en hiver, dans les pays tempérés, où il fait 0 degré, où il fait moins 2 degrés, où il fait entre 0 et 5 degrés, si le virus est dans le milieu extérieur, c'est-à-dire sur une table, sa durée de vie sera plus longue que si vous êtes en Afrique, où vous avez 30-40 degrés, le virus ne va pas survivre trop longtemps. Ça joue. C'est connu pour les virus enveloppés. Plus la température est élevée, moins le virus va survivre dans le milieu extérieur. Très bien. Alors, on parle maintenant du traitement. Le Togo avait choisi la chloroquine et l'azithromycine pour traiter cette maladie, cette pandémie. D'autres pays ont choisi d'autres protocoles. Mais à un moment donné, il y a eu, on va dire, une dispute même autour de la chloroquine. Mais vous, en tant que bactériologue, bactériologiste, virologue, mais comment comprenez-vous ça? Que dites-vous? Et je sais que sur l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, il y a beaucoup de controverses. Vous vous réveillez un matin, il y a une étude qui sort pour dire que l'hydroxychloroquine est efficace.
Le lendemain, il y a une autre étude qui dit que la chloroquine, ce n'est pas efficace. Donc, sur le plan scientifique, on n'a pas un consensus sur l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Il y a des études même qui ont dit que c'est nocif. Quand vous le donnez aux gens, on a trouvé plus de décès chez les personnes qui prenaient cette molécule. Ce que moi je dis, il y a plein de pays africains, dont le Togo, qui utilisent cette association hydroxychloroquine-azithromycine, associée à d'autres traitements. Si vous faites la fièvre, on va vous rajouter le paracétamol. Si vous toussez, on va vous rajouter un médicament contre la toux. Si vous avez des détresses respiratoires, on sait maintenant qu'on peut mettre des anticoagulants, on peut mettre des corticoïdes. On rajoute à ce traitement de base d'autres molécules. Et ce que nous avons observé, c'est que dans nos pays, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, les pays qui utilisent ces médicaments dont je viens de parler, c'est-à-dire azithromycine, chloroquine, qui utilisent ces médicaments, on a de bons résultats. Quand on regarde le taux de décès, ce n'est pas élevé. Ce n'est pas du tout élevé par rapport à d'autres pays. Donc, ces pays, moi je dis, rassemblons toutes nos données et aussi mettons-le devant la communauté scientifique, parce que c'est ce que nous avons trouvé ici. Mieux encore, tous les effets secondaires qui sont reprochés à l'hydroxychloroquine dans les études faites en Europe et ailleurs, nous, on ne trouve pas ça ici. On n'a aucune... Non, on ne trouve pas. Donc, chacun fait comme il peut pour sauver ou traiter ses malades. Le Togo n'a pas de problème à utiliser l'hydroxychloroquine et azithromycine. Nous continuons sur cette voie. C'est sur ce que vous basez jusqu'à maintenant. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est systématique. Vous êtes malade, on vous donne ça. Puisqu'on n'a pas d'effet, tous les effets secondaires qu'on reproche à cette molécule, nous, on n'en a pas trouvé. Donc, on ne voit pas pourquoi on va arrêter. C'est systématique. Et maintenant, on rajoute la vitamine C si on en a. Le paracétamol, si vous faites la fièvre et tout ce que j'ai cité. C'est tout un ensemble de médicaments qui permettent aux gens de pouvoir s'en sortir, tout en sachant que 80% des patients qui ont le coronavirus n'ont aucun signe. La personne se réveille, elle est bien, elle n'a aucun problème, mais on le surveille, on l'isole, on le surveille pour que cette personne ne contamine pas d'autres. 80% des gens n'ont rien du tout. C'est pour les 20% là que les gens vont faire des formes mineures et peut-être 10% vont faire la forme grave. Hydroxychloroquine, azithromycine permettent pour nous, en tout cas au Togo, d'avancer. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Togo épouse vraiment l'étude du professeur français Didier Raoult et puis un autre professeur français, le professeur Perron, qui a d'ailleurs, on va dire, incriminé, si je peux le dire ainsi, le gouvernement français pour avoir refusé l'utilisation de la chloroquine. Nous, on n'a aucun problème pour utiliser ces médicaments, comme je viens de le dire, et on n'est pas le seul. On ne fait pas cavalier seul, le Togo ne fait pas cavalier seul sur ces produits, notamment le Bénin fait la même chose que nous, le Sénégal fait la même chose que nous, plus les pays maghrébins, le Burkina Faso fait la même chose que nous. Donc, on est nombreux à garder ce schéma parce que nous trouvons que ça nous apporte un bien-être pour nos malades. Donc, nous, on continue sur cette voie. On n'a pas de soucis. Y a-t-il une guerre commerciale à ce niveau ? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce qu'il y a des gens qui ont pensé que ceux qui épousent la thèse de hydroxychloroquine, azithromycine ont quelque chose à gagner, en tout cas en Europe, ils ont quelque chose à gagner contre l'autre bras qui ne veut pas utiliser, qui veut utiliser d'autres molécules qui sont plus chères. Les gens l'ont dit. Bon, mais il faut savoir que quand vous faites des recherches, en matière de recherche, ce sont les firmes pharmaceutiques, ceux qui font des médicaments, qui financent ces recherches-là. C'est eux qui mettent de l'argent à la disposition des équipes de recherche pour pouvoir travailler. Donc, je n'ai pas de preuves matérielles pour dire que
c'est une guerre commerciale. Je n'ai pas de données là-dessus, mais dans la vie, tout est possible. Tout est possible, dites-vous, et les firmes pharmaceutiques financent. Il y a certains privés aussi qui financent, comme la première puissance financière de ce monde au niveau individuel, Bill Gates, Oui. également, qui met les moyens pour qu'on puisse trouver des vaccins et des médicaments, pourquoi pas. On est là-dessus. Alors, le constat aussi, aujourd'hui, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'arrive pas à dire ou bien à circonscrire, si on peut le dire, toute cette guerre. Celui-ci dit non, la chloroquine c'est pas bon, l'autre dit oui, c'est bon. Et depuis, l'organisme qui contrôle la santé mondiale, si on peut, n'arrive pas à se prononcer de façon claire et nette. Oui, c'est logique. L'OMS ne fait aucune recherche. Hein. Mais l'OMS, c'est des gens qui sont assis au bureau et qui coordonnent les luttes. Mais il y a des professeurs, des médecins. Exact. Oui, c'est ce que je dis. Mais professeurs, médecins simples, ils sont au bureau. Mais c'est les gens qui sont sur le terrain. L'OMS n'a pas de malades. L'OMS n'a aucune file active pour dire moi, je suis 10 patients au Burkina, je suis 15 patients en Chine, je suis 20 patients aux États-Unis. Non. Tout le monde travaille. L'OMS ramasse les données de terrain, les analyse et fait des propositions pour dire tout le monde il y a 15 000 personnes qui ont utilisé la chloroquine par rapport aux publications que les gens ont fait. Ces 15 000 personnes-là, on a trouvé que la chloroquine marche. Donc l'OMS épouse pour dire bon, allons dans ce sens. Mais si sur un produit, il y a 10 chercheurs qui disent que ça marche, il y a 10 autres chercheurs qui disent que ça ne marche pas, qu'est-ce que l'OMS va faire? L'OMS ne peut pas tirer une conclusion. Donc, l'OMS est là pour faire la coordination et la synthèse des équipes de recherche sur le terrain. L'OMS n'a pas de malades. Et sur aucune maladie, l'OMS n'a pas de malade sur aucune thématique. Même pour faire le diagnostic de Covid, là, l'OMS ramasse ce que les gens utilisent en Chine comme test, ce qu'on utilise en Europe, ce qu'on utilise aux États-Unis, et l'OMS dit, compte tenu de tel argument que les gens ont avancé, je retiens tel réactif pour le diagnostic de Covid-19. L'OMS n'est pas dans la mise en œuvre. L'OMS est là dans la coordination. Du moment où les gens qui sont dans la mise en œuvre sont divisés, ça rejaillit automatiquement sur l'OMS. En tout cas, il y a des centaines d'essais cliniques qui sont faits dans le monde. Absolument. On prendra par exemple la biotech Moderna aux États-Unis, des travaux qui sont faits au niveau de l'université d'Oxford en Angleterre. Ça, oui. Mais pour le moment, rien, personne n'est sûr de quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on doit dire qu'on doit apprendre à vivre avec cette maladie ou bien y a-t-il un espoir de vaccin un de ces 4 jours? Voilà, ça fait 2 questions. D'abord, et pour aller dans votre sens, l'OMS même, il y a 3 jours, a dit il n'y a pas de solution miracle contre le coronavirus actuellement. C'est le constat que l'OMS a fait. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire maintenant, comme il n'y a pas de solution miracle, on continue comme ça. Ça veut dire la prévention, l'isolement des malades, le diagnostic des malades, leur isolement et le traitement des signes, le traitement symptomatique. Quelqu'un fait la fièvre, tu lui donnes le paracétamol. Quelqu'un tousse, tu lui donnes un médicament contre la toux. Il n'y a pas de traitement miracle. Et l'OMS est clair, parce que tout ce qu'on a comme données aujourd'hui ne nous permet pas de tirer une conclusion sur une telle ou telle autre molécule. Là où il y a un peu d'espoir, c'est probablement le vaccin. Il y a plusieurs équipes, il y a plus de 200 vaccins qui sont en essai sur le coronavirus aujourd'hui dans le monde. Il y en a qui sont un peu plus avancés. Les essais qui sont un peu plus avancés, ce sont les essais qui sont actuellement aux États-Unis, où on va tester, on est à la dernière phase de cette évaluation, où on va tester ce vaccin chez 30 000 personnes. Donc, vous voyez que c'est important. Et à la fin, on va suivre ces gens 3 mois, 6 mois, pour voir est-ce qu'il y a des anticorps qui apparaissent contre le coronavirus et est-ce que ces anticorps sont protecteurs. C'est l'essai le plus avancé. Il y a une autre équipe qui fait des essais en Afrique du Sud sur un grand nombre de patients également. Et cela nous permettra, quand on aura ces conclusions, peut-être en début d'année prochaine, on pourra
tirer une conclusion, si c'est bon, si on peut aller dans ce sens ou pas. Mais il y aura beaucoup de défis. Le laboratoire qui fabrique, par exemple, le vaccin qui est en essai aux États-Unis dit, en fonction de sa capacité, il ne pourra fabriquer que 300 millions de doses par an. Si le vaccin marche, 300 millions de doses par an. On est pratiquement 8 milliards sur la Terre. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez déjà l'écart. Et ça va Aïe. devenir des conflits. On donne à qui? Celui qui a financé. Les États-Unis. Donc, c'est les États-Unis qui financent. Donald Trump a déjà averti. C'est il clair. va avoir la plus grande dose de... Et c'est évident mais c'est logique, c'est lui qui... Les États-Unis ont déjà mis à la disposition de ce laboratoire $1 milliard pour travailler. Donc, si on trouve le vaccin, c'est logique. Ils seront les premiers servis. Absolument. D'où la nécessité de voir d'autres pistes de recherche. Et donc, le vaccin qui se fait en Afrique du Sud. Il y a les Russes qui sont aussi très avancés sur un potentiel vaccin. Donc, les recherches se font. Mais en attendant qu'on nous trouve ce vaccin, il faut qu'on sache vivre avec le virus. On ne peut pas tout arrêter, tout bloquer tous les jours, croiser, mettre les deux mains entre les cuisses et dire on attend la fin du dernier cas de coronavirus avant d'avancer. Donc, respectons les mesures barrières et avançons. Voilà, les mesures barrières. On en parle pour la dernière partie de cette émission. Les mesures barrières, on les connaît, le lavage des mains, on met le masque, on tousse dans le creux du coude ou bien dans un mouchoir qu'on jette tout de suite après. On évite les endroits où il y a des fortes fréquentations, la distanciation sociale. Il ne faut pas s'enfermer dans une chambre où il n'y a pas d'aération. Il faut éviter tout ça. On peut dire aujourd'hui que c'est les seuls moyens pour se protéger. C'est le seul vaccin pour le moment, les mesures barrières. Oui, actuellement, soyons sûrs, c'est le seul moyen si nous voulons éviter le coronavirus. Il n'y a pas de miracle. C'est le seul moyen, c'est le masque, rendu d'ailleurs obligatoire dans notre pays. C'est la distanciation physique, comme vous l'avez dit tout de suite. C'est le lavage régulier des mains. On peut en abuser dans la journée avec l'eau et le savon 4 fois, 5 fois, 10 fois du moment où le besoin se fait sentir. Si on n'a pas de l'eau et le savon à côté, on peut utiliser les solutions hydroalcooliques. Il faut éviter de se serrer les mains parce qu'on a dit que le virus peut se trouver sur les objets. Donc, ce geste qui est très familier en Afrique, quand on se rencontre, on se tape dessus, il faut éviter ça. Ce n'est plus le moment. Ouais. Quand le coronavirus va passer, nous allons revenir à nos habitudes habituelles. Et pour finir, comme je l'ai dit, il faut nettoyer. Il ne faut pas oublier que régulièrement, il faut désinfecter les lieux publics que nous utilisons. Par exemple, cette radio, il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui. Donc, régulièrement, avec une solution on en a d'ailleurs de l'autre côté et voilà. On fait la désinfection de temps en temps. Ouais. Les poignées des portes, il ne faut pas les oublier. Et donc, c'est tout ensemble que, en prenant toutes ces mesures, que nous arriverons à réduire la transmission de coronavirus. Professeur Anoumou Dania, vous êtes bactériologiste, vous êtes virologue, patron du programme national de lutte contre le sida. On est pratiquement à la fin de cette émission. Que voulez-vous dire ? Juste pour dire que le coronavirus n'est pas fini. Et le coronavirus existe toujours. Il y a des gens jusqu'à ce jour qui ne croient pas à l'existence du coronavirus. Le coronavirus existe. On a encore enregistré 2 décès hier et aujourd'hui, ce qui va porter le chiffre à 20. Il y a plus de 900 et quelques, on approche les 1000 cas de coronavirus dans notre pays. Donc, respectons les mesures barrières pour éviter d'être contaminés. L'autre point, c'est l'utilisation de visières. Les visières ne sont pas très efficaces si on ne met pas le masque. Ouais, vous mettez le masque si vous voulez. Si vous mettez encore la visière. Vous pouvez rajouter votre visière. Mais mettre la visière simple et se balader en ville sans le masque, vous n'êtes pas très bien protégé parce que l'air que vous respirez, l'air là n'est pas filtré. Les masques sont là pour filtrer et retenir le virus. Du moment où l'air que vous restez, l'air qui passe sous la visière ou au-dessus et que vous respirez de l'air non filtré, vous n'êtes pas protégé. Très bien. Professeur Anoumou Dania,
bactériologiste, virologue et patron du programme national de lutte contre le sida. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Et l'homme c'est moi qui vous remercie pour la vidéo de cette émission. NASPM, merci. À très, très, très bientôt.